Ce webinaire, enfin cette table ronde se fait dans le cadre du festival TECAP. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe du collectif TECAP et les coprésidents pour l'organisation de ce festival avec les multiples propositions, et un grand merci aussi aux acteurs du réseau qui ont su répondre à ces sollicitations. Et je suis heureux d'accueillir Jean-Pierre du RIPPH, président. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à toutes et tous. C'est pour moi un immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde. J'ai le souvenir d'une rencontre à l'automne 2019, alors que j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec plusieurs d'entre vous, autour d'un repas, ma foi, très animé. Les porteurs du projet Change de regard venaient de débarquer à Québec avec la ferme intention de se former au MDH-PPH, mais également dans le but de rencontrer des organismes qui s'inspiraient de ce modèle pour actualiser leur mission. Ce fut donc l'occasion de tisser des liens, notamment avec le Comité des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVICH, le Théâtre inclusif Entracte, ainsi que le projet PSVI, Participation sociale et ville inclusive. Dans mon souvenir, il faisait très froid dehors, mais réunis autour de cette grande table, il y avait un groupe littéralement en feu, le groupe Change de regard. Ce qu'il y a de remarquable dans cette initiative de changement social, c'est d'emblée votre conviction que dans le domaine du handicap, les personnes concernées ont le pouvoir de changer des choses. Déjà, le titre du projet est audacieux, Change de regard. Change de regard comme s'il fallait simplement changer notre manière de voir les choses pour que celles-ci se transforment magiquement. Comme si en modifiant nos représentations, délaissant l'image du handicapé ou de l'invalide au profit de celle de personnes ayant des capacités différentes et rencontrant des situations de handicap, nous avions automatiquement accès à de nouvelles opportunités de participation sociale. Comme s'il suffisait. Eh bien, savez-vous quoi? Je pense que vous avez parfaitement raison. Lorsque vous attirez notre regard sur les capacités d'une personne plutôt que sur ses incapacités, vous changez le cours des choses. Lorsque vous capitalisez les ressources de l'environnement pour surmonter les obstacles, vous changez le cours des choses. Et lorsque vous insistez sur la participation sociale plutôt que sur le handicap, encore une fois, vous changez le cours des choses. Le RIPPH est honoré d'être partenaire du projet Change de regard qui réunit une trentaine d'organismes issus de 4 pays, soit la France, la Belgique, le Portugal, le Canada. La vision de Change de regard est tout à fait en phase avec les valeurs du RIPPH et son approche résolument pragmatique, ancrée dans l'accès à la culture, le développement du lien social et la mise en œuvre de mobilité transnationale, me laisse croire que les transformations dont vous rêviez sont déjà en cours. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Réseau international sur le processus de production du handicap, le RIPPH, il s'agit d'un organisme à but non lucratif basé au Québec et qui a été fondé en 1986. Il a pour mission de favoriser une réponse plus adéquate aux besoins des personnes ayant des déficiences, des capacités différentes et vivant des situations de handicap par le biais de la promotion, de l'application et du développement du cadre conceptuel du modèle de développement humain, processus de production du handicap, le MDH-PPH, qui sera présenté par Patrick Fougerolas en partie principale de l'échange d'aujourd'hui. Et depuis près d'1 an, nous pouvons compter sur un appui de taille avec la création en France de Vision inclusive, réseau français sur le PPH, et son président, Philippe Dickmar, est, je crois bien, avec nous aujourd'hui. La classification internationale MDH-PPH propose à Change de regard un appui scientifique et méthodologique pour accompagner vos réflexions et vos actions de transformation sociale. Des mots pour définir, pour décrire et pour expliquer. Mais rappelons-nous toutefois que les grands livres de botanique n'ont pas inventé les fleurs. Et de la même façon, la classification internationale MDH-PPH n'est qu'un dictionnaire de connaissances qu'il vous appartient de faire vivre. Les mots sont porteurs de sens, ils expriment nos représentations. Le choix des mots est capital pour décrire et expliquer les situations de handicap, aussi bien que les enjeux de participation sociale. Et ça, Change de regard l'a vite saisi. À l'évidence,
Dans votre projet, non seulement les concepts de micro, méso, macro-environnement ont-ils été compris, mais ils font carrément partie des cibles identifiées où le changement social est attendu et souhaité. La diversité des publics concernés par Change de regard, soit les personnes en situation de handicap, les aidants, à savoir les parents, les proches, l'entourage, les professionnels, qu'ils soient du secteur médico-social, sanitaire, de l'éducation, des mouvements d'éducation populaire ou de défense des droits, ainsi que les élus, ceux des collectivités, ainsi que les élus associatifs, et finalement le grand public. Tout ça témoigne de l'ambition qui vous anime. Le RIPPH a pour mot d'ordre « Mieux comprendre la différence pour changer le monde ». Ce que le RIPPH affirme ainsi, Change de regard est déjà en voie de l'accomplir. Alors, je nous souhaite à toutes et tous aujourd'hui de bons échanges autour de cette table ronde. Merci, Olivier. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce joli mot, à la fois documenté, pragmatique et aussi plein de sensibilité et d'émotion. Je vais laisser la parole à Dominique Lebert, avec laquelle on coporte en coordination le portefeuille de l'émancipation pour tous. En fait, c'est un axe autour du lien social que va vous présenter Dominique. Dans cet axe-là, il y a de nombreuses structures, beaucoup du médico-social, comme la PAGE, comme l'ADAPEI, comme le SAVS de la Vertonne. Mais il y a aussi en fait des aidants. Il y a aussi les CMA, il y a aussi l'association Grandir d'un monde à l'autre et un tas d'autres partenaires associés, aussi du côté de la Belgique, mais je laisserai Vincent le présenter. Voilà, ben, du coup, je te propose, Dominique, de prendre la parole pour donner un peu un point de vue global sur les ressources que l'on va travailler dans le cadre de cet axe lien social. Oui, merci Olivier. Donc, bonjour à toutes et tous. En effet, au niveau du lien social, nous avons donc deux grands objectifs. Un premier qu'on appelle le répertoire des outils et des pratiques innovantes, et puis le deuxième qui est une recherche-action. Donc, le premier répertoire des outils va concerner, donc on a axé notre projet sur trois grands secteurs, domaines, la vie affective et la sexualité des personnes en situation de handicap, la parentalité et le logement accompagné. Donc, il s'agit là de créer un répertoire online transnational avec nos partenaires qui devrait recueillir par thématique des outils et des démarches d'accompagnement. Ce sera une boîte à outils destinée aux professionnels pour les aider à déterminer des accompagnements adaptés aux besoins de leur public, mais pas seulement pour les professionnels, également pour les personnes elles-mêmes en situation de handicap, pour leurs familles, qui sont souvent dans le questionnement et la recherche d'informations concernant ces trois secteurs-là. Le répertoire va être alimenté en informations par chaque pays européen partenaire, que vous écouterez après moi, et il permettra de comparer, d'échanger et d'enrichir une nouvelle fois nos pratiques au niveau transnational. Donc, les structures accompagnantes, Olivier vient de vous les rappeler, elles sont nombreuses. Notamment aussi comme partenaire associé, nous avons l'université Jean Jaurès autour de la récolte des besoins de chacun, surtout pour plus d'autodétermination. Donc, nous avons pu constater, nous constatons encore une absence vraiment importante des besoins, de visibilité des besoins des personnes en situation de handicap autour de notamment des thématiques de la vie affective et sexuelle et de la parentalité. Donc, ça permettra la prise en compte de ces besoins, un recueil d'informations et on voudrait faciliter l'expression des attentes et des questionnements. La récolte de ces besoins va se faire et se fait déjà par des interviews inversées. Alors, qu'est-ce qu'on appelle interview inversée? Ce sont les personnes en situation de handicap qui vont à la rencontre
du public cible de notre projet, c'est-à-dire qu'ils vont aller questionner des personnes en situation de handicap elles-mêmes, des professionnels et des aidants, mais pas que, et également les élus associatifs et politiques. Et bien entendu, ceci sur les 3 sujets que je vous ai évoqués, mais un nouveau sujet s'est immiscé dans notre projet, c'est le Covid-19. En quoi, en effet, la crise sanitaire aura des effets positifs, des éléments facilitateurs, mais également des effets négatifs ou des obstacles. Bien entendu, ce thème étant transversal à l'ensemble de notre projet. Et dans ce sujet, il est important de garder en tête, là, bien sûr, la question du MDH-PPH que Jean-Pierre vient de présenter rapidement et qu'on aura le plaisir ensuite d'avoir plus en détail par Patrick. Et la question, c'est en effet quels sont les obstacles rencontrés à la participation sociale des personnes, que ce soit pour des raisons, des facteurs personnels ou bien dus à des facteurs environnementaux. Donc voilà globalement ce qu'on appelle donc les 2 productions intellectuelles concernant le lien social. Et je vais laisser tout de suite la parole à Vincent, en fait, pour avoir des informations côté Belgique avec Nopelif et ses partenaires. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est sûr que cette année 2020 est un peu particulière pour tout le monde et en plus pour notre projet, puisqu'on avait prévu de faire des collaborations plus directes avec des échanges dans les différents pays et donc ça nous a bien freiné dans notre projet, mais ce n'est pas pour ça qu'on n'y travaille pas, hein, puisque autour de la Belgique, on a plus ou moins 9 à 10 partenaires très présents pour lesquels on a pu recueillir tous les outils déjà. Hein, donc ça, c'est déjà une bonne partie. C'était la partie la plus facile pour nous à cette période de recueillir les outils. Et donc, on est dans la 2e phase. Hein, donc, normalement, au mois de mai, devait venir l'équipe de TechUp pour les interviews inversées. Bon, je pense que ce sera difficile de venir au mois de mai. On espère encore pour le mois de juin. Hein, mais donc, on va devoir se réinventer comme on s'est réinventé depuis le début du projet avec la crise sanitaire qui est en place. Alors, l'avantage et le plus qu'on retrouve dans le projet depuis le début, c'est vraiment l'intérêt des associations partenaires. Il y a vraiment une demande, hein, qui est vraiment présente de tout le monde de participer à ce projet parce que plus on est nombreux, plus c'est facile, enfin plus c'est riche. C'est pas plus facile parce que plus on est nombreux, c'est difficile aussi quand même. Mais c'est vraiment riche de pouvoir mettre toutes les ressources ensemble et de pouvoir les tester. Hein, et c'est ce qu'on commence à faire en Belgique, c'est de tester certains outils dans différentes associations pour faire un retour aux autres associations. Voilà en gros, et bien sûr, toute cette démarche est vraiment en parallèle avec le MDH-PPH, bien sûr, qui est vraiment présent dans la pratique. Voilà, je vais m'arrêter là, Olivier. Eh bien, merci à toi, Vincent. Peut-être vous aurez des bruits de chiens ou de scooters parce que j'ai des voisins à côté qui passent des fois de temps en temps, mais veuillez les excuser. Juste une question en fait, et ça me permet d'y répondre aussi tout de suite, puisqu'il y a une question, c'est où pouvons-nous trouver ces boîtes à outils? En fait, le projet européen, le but du projet européen, c'est notamment effectivement de se rencontrer, effectivement de mettre en place à la fin des événements, mettre en place des productions intellectuelles, ce qu'on décrit là plus spécifiquement. Et ces productions intellectuelles, ça va se concrétiser dans une valise, ce qu'on appelle la valise numérique, qui va regrouper effectivement le portefeuille de l'émancipation, qui va regrouper la trousse numérique créative, collaborative, qu'on va présenter tout de suite autour de la culture, et qui va regrouper aussi le sac à dos des mobilités. Donc c'est quelque chose qui est en travail, ça n'est pas encore visible, et c'est à partir de octobre 2022
qu'on pourra rendre visible le fruit de notre travail. Là, l'idée, c'est de faire un point d'étape et de pouvoir vous présenter un peu là où on en est rendu et puis les différentes thématiques qu'on travaille. Donc, la deuxième thématique autour de la culture, et plus particulièrement autour de l'accès à la musique. Je vais laisser Paolo de l'APCC le présenter, cet axe-là. Simplement, Paolo n'a pas pu se rendre disponible pour cet après-midi. Donc, il a enregistré une vidéo qui a le mérite de synthétiser en un peu plus de 2 minutes les différentes productions intellectuelles que nous travaillons. Et puis, dans un second temps, on aura Sonia de Stereolux qui nous donnera un éclairage sur une des productions un petit peu plus spécifiques que l'on travaille. Donc, je vais faire un partage d'écran. Je vais aussi optimiser le partage pour pas que ça saute de trop. Et on y va. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Paul Jacob et je suis musicothérapeute à la PCC, une association de paralysie cérébrale à Coimbra, Portugal. Et nous sommes partenaires du projet Change de regard. Notre participation en tant que partenaire s'inscrit dans le cadre de l'axe culture-musique dans lequel nous collaborons au développement de 2 guides. Le premier guide, le guide méthodologique et pédagogique par la pratique et la création musicale, une base pour ressources, où nous créons avec l'un de nos partenaires ici au Portugal, le Conservatoire de musique à Coimbra, à travers son cours professionnel de jazz, un produit artistique qui combine un court-métrage créé originalement et la création de sa bande-son en impliquant des personnes en situation de handicap dans un processus d'exploration d'interface numérique et aussi dans un processus collaboratif de création à distance en raison de la pandémie avec un groupe d'étudiants du cours de jazz. Le deuxième guide, un guide autour de la modélisation des pratiques et diverses expérimentations, où nous recourons à l'exploration du concept de visualisation sonore à travers un ensemble de procédures et d'activités visant à combiner les 2 dimensions, la dimension visuelle et la dimension sonore, et comment elles peuvent se compléter pour renforcer, pour améliorer la capacité expressive de la personne en situation de handicap. Parmi ces procédures et ces activités, nous soulignons la revue de littérature sur le concept de visualisation sonore, la recherche d'expériences pédagogiques et aussi artistiques sur le thème, l'expérimentation des différents logiciels sur le thème visualisation sonore et aussi la construction ce qu'on appelle un Playmobil. C'est une sculpture interactive basée sur le travail de Alexander Calder, le sculpteur, en associant les arts visuels et la musique. Alors, je termine cette présentation sur la participation et la collaboration du partenaire portugais, la PCC, dans le projet Change de regard. Merci et au revoir. Voilà, c'était l'intervention de Paolo Jacob. Et je vais passer tout de suite la parole à Sonia de Stereolux pour donner un éclairage aussi autour de justement cette question de la visualisation du son. Oui, bonjour. Donc, peut-être faire une petite présentation aussi rapide dans l'axe culture du projet Change de regard sur les partenaires français, puisque là, on vient en effet d'entendre Paolo de Coimbra, mais on a aussi des partenaires français sur l'axe culture qui sont Trampolino à Nantes. On a Musique Action Handicap avec Thierry ici, qui a aussi la casquette ATCAP, et puis l'atelier sonore. Et Stereolux, la scène de musique actuelle et d'art numérique de Nantes que je représente ici. Donc, ces 4 partenaires sont dans le projet pour encourager la pratique musicale et la création sonore pour les personnes en situation de handicap, mais
pour tout le monde, en fait. L'objectif, c'est une universalité des pratiques, on va dire. Mais là, le champ qui nous anime est plus particulièrement sur les personnes en situation de handicap, en effet. Et pour ce faire, en effet, Paolo a parlé de la visualisation sonore. Alors, sorti du contexte comme ça, c'était peut-être encore un peu abstrait. Pour être peut-être plus concrète, je peux peut-être vous exprimer en fait ce qui existe aujourd'hui pour réussir à faciliter la pratique musicale pour des personnes qui sont en situation de handicap, tout handicap confondu. Il y a des outils aujourd'hui connectés qui existent. Heureusement, les nouvelles technologies nous apportent aussi leur lot de bonnes nouvelles. Donc, des outils qui ont été pensés pour faciliter l'expression créative de personnes et d'augmenter leur capacité gestuelle. C'est des systèmes combinatoires de capteurs, de déclencheurs qui facilitent tout simplement la prise en main de la fonction musicale. Donc, avec un capteur ou avec un capteur particulier, une personne qui aurait une mobilité réduite va pouvoir déclencher, faire varier une composition musicale, une bande sonore et tout ce qui peut faire son ou bruit. Donc, ces outils sont juste des facilitateurs. C'est pas ça qui va faire qu'on va devenir créatif demain et qu'on va pouvoir composer un morceau. Évidemment, pour se saisir de ces outils, il faut des personnes qui aient un peu formées à l'utilisation de cet outil et d'avoir un acte de création pour composer quelque chose ensemble, en groupe. Donc, cet outil est juste un facilitateur. Aujourd'hui, il en existe plusieurs. Il y en a deux en l'occurrence qu'on étudie plus particulièrement dans ce programme Change de regard. C'est les interfaces connectées que sont l'orgue sensoriel et la Brutebox. Ces deux interfaces connectées sont très intéressantes. Elles répondent à toutes les situations de handicap, sauf le handicap auditif. Aujourd'hui, l'idée, et merci au Fonds européen pour ça, c'est que ça nous permet d'expérimenter sur ces dispositifs qui existent déjà, comment les rendre plus accessibles pour les personnes en situation de handicap auditif. Donc, pour travailler cette question-là, évidemment, dans l'équipe, il y a plein de gens expérimentés, on a tous nos niveaux de compétences, mais on a senti qu'il y avait besoin de trouver un autre prestataire partenaire et on s'est tourné vers la jeunesse, vers des étudiants de l'école de design de Nantes qui sont en 3e année. Et c'est des particularités dans les écoles de design, c'est qu'ils ont comment dirais-je, dans leur cursus, des laboratoires. Et en fait, c'est des endroits où ils peuvent justement se saisir d'une problématique, la recontextualiser, expérimenter des choses, évaluer dans l'idée d'améliorer. Et là, c'est bien ça, nous, l'objectif que l'on a, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir visualiser le son en utilisant ces instruments de musique adaptés et connectés. Donc, les étudiants sont en ce moment en travail. Donc, on les a accompagnés, évidemment, pour pouvoir contextualiser notre problématique et puis aussi leur faire découvrir le monde du handicap et notamment de la malentendance ou de la surdité, parce que c'était assez éloigné de leurs connaissances. Donc, on a travaillé évidemment avec des personnes concernées sur ce champ du handicap. Et pendant toute cette journée d'expérimentation et d'interconnaissance, ça leur a donné, on va dire, les différentes clés pour qu'ils puissent ensuite se mettre au travail et nous proposer des pistes d'amélioration de ces outils de musique, voilà, pour qu'ils soient pris en main par le plus grand nombre. Donc, en fait, là, l'idée, moi, je voulais vous témoigner dans cette étape du projet, c'est l'intérêt de travailler avec des personnes qui, en fait, sont dans un autre champ d'activité. Ils sont dans le design social. Donc, comme ça, a priori, ça peut paraître éloigné. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont un œil neuf, une autre méthodologie de travail et des outils de créativité
qui permettent, nous, en tant que, on va dire, assez proches du milieu du handicap, de s'en défaire et d'être peut-être complémentaires. Et en fait, c'est la combinaison, je crois, de ces multiples compétences qui peut faire qu'on va arriver à des projets assez innovants. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. On travaille avec ces étudiants sous la forme de 2 workshops, donc des temps de travail assez ramassés sur 15 jours ou 3 semaines. Et donc, dans ces moments-là, tous les partenaires du projet qui sont dans l'axe culture se rendent disponibles pour pouvoir évidemment les aider à progresser dans leur démarche. Donc, il y a déjà eu une première présentation du travail sur l'augmentation de la visualisation sonore des objets connectés. Et cette présentation a été très, très intéressante, très riche. On a réussi à trouver des vraies pistes d'augmentation. Et voilà, on est en train d'envisager la post-production pour voir comment est-ce qu'on peut, en effet, aller plus loin et puis modéliser ces propositions. Et évidemment, qu'elles puissent intégrer la trousse culturelle, puisque l'objectif, c'est que tout ce qui va être expérimenté, comme le disait tout à l'heure Olivier, et je sais que c'était une question aussi dans le chat, c'est qu'évidemment, tout ce travail pendant 3 ans va être en open source et ouvert à tous pour que chacun puisse s'en saisir. Voilà ce que je voulais vous partager. Et merci beaucoup Sonia pour ces informations précises. Juste terminer sur effectivement la trousse numérique collaborative avec l'intervention de Thierry, puisque pour travailler sur un peu cette question de l'ingénierie, comme on a vu avec l'école de design, on a mis en place, en fait, en parallèle du projet Change de regard, on a mis en place des ateliers qui font partie d'un dispositif soutenu par la ville de Nantes qui s'appelle les créations partagées. Et ces créations partagées, ce sont des ateliers qui nous servent de base. C'est un peu notre matière d'observatoire, d'observation, d'exploration. Et c'est ces ces pratiques-là, de façon très pratico-pratique, avec des personnes en situation de handicap, c'est vraiment de ces pratiques-là qu'on va mettre en place les outils qui ont été déjà développés par Vincent. Donc, je laisse Thierry nous en parler. Merci à toi, Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Merci Olivier. Donc oui, voilà, ces projets européens, j'aime à le dire, c'est des poupées russes. Donc nous avons les productions, comme l'expliquait Sonia, qui va être la finalité sur ces 2 ans. Et puis là, depuis septembre, nous avons donc, comme l'a dit Olivier, des ateliers avec différentes personnes en situation de handicap dans différentes institutions ou pas, parce qu'il y a le groupe du GEM, également le groupe d'entraide mutuelle, qui est une association qui est des personnes en autodétermination. Et du coup, on va donc nous sommes 3 musiciens, David Frabolo, Benjamin Durand et puis moi-même, qui animons donc ces ateliers. Il y a à peu près 6 à 8 personnes en situation de handicap par atelier, différents types de handicap, tous les handicaps sont représentés, et ça permet voilà, d'étudier aussi, de faire la création sonore, musicale, via ce qu'on l'a précédemment dit, l'outil numérique, donc l'orgue sensoriel, la Brutbox par l'association Brutpop, et puis aussi on se fait aider par ce qu'on appelle les instruments amplifiés, c'est-à-dire des sampleurs, des boîtes à rythme, des synthétiseurs, tout ce qui va être électronique, et savoir comment donc on va pouvoir faire de la création pendant donc ces 2 périodes de 10 fois 10 séances. On a commencé de septembre à juin pour la période 20-21 et on continuera sur l'autre période de septembre à juin 20 à 22 avec à la clé un spectacle, enfin une reproduction voilà, sur scène avec la mise en scène et tout ce qui sera finalisé. Le projet sera finalisé en juin 2022. Donc, j'ai parlé de 3 artistes, mais il y a également Dominica qui vient voilà, nous aider, qui a accepté notre invitation et notre collaboration. Donc, Dominica, on a commencé à travailler. Alors, au début, comme aussi on l'a vu avec Patrick, le projet s'est adapté aussi avec le temps et avec l'actualité. Au début, il n'était pas question qu'on parle de cette crise sanitaire, mais finalement, avec le temps, ça s'est imposé. Et ce projet, sur l'impulsion de Benjamin Durand, nous a proposé un texte, donc une intention d'artiste, qui s'appelle « Nous sommes des voix sans bouche ».
Voilà, c'est une création pure résonance, c'est d'abord une image forte, celle des personnes masquées, environnement devenu notre quotidien, la différenciation sociale et géographique ne laisserait pas-t-elle des traces sur nos rapports à l'autre? Et c'est aussi la question du visage de l'autre, plus spécifiquement dans ce projet, avec des personnes en situation de handicap, c'est directement la question de l'inclusion qui est en jeu ici, l'émergence et la prise en compte de la parole. Si personne ne nous écoute, quelle place est accordée à l'autre? Voilà, ça a été un petit peu la place. Donc, pour faire rapide, on fait des échanges. On a récolté la parole ou des dessins des personnes, de l'ensemble des personnes en situation de handicap sur cette phrase « Nous sommes des voix sans bouche ». On a donné cette matière sonore, cette matière écrite et puis graphique aussi à Dominica, qui, lui, en a fait un texte et une musique, et au final, il en a fait une chanson. Voilà, ce qui n'était pas prévu, mais on a un magnifique morceau. Et du coup, à partir de cette matière sonore, eh bien, nous la reprenons dans nos ateliers. Et puis, on en refait une autre matière. On peut faire ce qu'on veut. On triture, on détriture, on décompose, on recompose, on déstructure pour pouvoir travailler autour de l'autodétermination. Ça qui est important, ce sont bien les personnes qui sont vraiment dans cette partie de création. Et nous, on fait des échanges entre les ateliers. On se voit régulièrement, nous, les intervenants, les artistes, mais également avec les participants. Là, il y a un premier point qui aura lieu le 15 juin 2021 pour un échange d'ateliers avec la présence de Dominica, et puis on reprendra, comme j'ai expliqué précédemment, cette seconde phase avec là également donc la restitution finale qui aura lieu donc en juin avec une scénographe et une mise en scène de tout ce travail qui aura été fait, toute cette matière qui aura été faite pendant 2 ans. Et au cours de ces ateliers, donc il y a Julie Legrand qui vient observer, et ça va nous servir, comme l'a dit Sonia, pour travailler, et Paolo également, pour travailler sur les productions intellectuelles. Voilà. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup. Juste quelque chose peut-être d'un peu frustrant pour le moment du moins, la chanson effectivement écrite par Dominica reste en interne puisque c'est un travail vraiment d'artiste entre artistes et qui n'est pour l'instant pas dévoilé au public. Le résultat final le sera au mois de juin probablement 2022. Je vais passer à l'axe, on va donner un petit coup de projecteur et d'accélérateur sur l'axe mobilité sac à dos, en fait, ça s'appelle le sac à dos de la mobilité. Et avant d'entendre Vincent qui va nous expliquer cet axe-là, je vais vous partager l'écran pour un petit document qui avait été fait à l'époque pour et expliquer ce que c'est que ce travail. Aujourd'hui, il est facile de se déplacer partout dans le monde. Mais pour Marie, c'est la galère lorsqu'elle cherche à se rendre à l'aéroport. Et pour Pierre, tout se complique lorsqu'il arrive dans une ville qu'il ne connaît pas. Et pour Ambre, c'est une voie sans issue lorsqu'elle achète un ticket dans le bus. Dans le cadre du projet européen Change de regard, les associations TCAP, RIPPH et NOPILIF créent un observatoire du déplacement et du handicap. Pour imaginer un outil permettant aux personnes en situation de handicap de gagner en autonomie lors de leur déplacement. Et faire en sorte que pour Marie, Pierre et Ambre, leur déplacement ne soit plus un problème. Cet outil doit être utile quel que soit leur handicap. Un handicap moteur, un handicap mental, un handicap sensoriel ou un handicap psychique.
Cet outil doit être mobile et accompagner les personnes en situation de handicap pour la découverte d'un métier, pour la pratique d'une activité ou une mission d'utilité sociale. La mobilité est la base de l'inclusion. Cet outil prendrait la forme d'une application mobile. Cette application sera conçue en collaboration avec des personnes en situation de handicap pour des personnes en situation de handicap, afin de construire ensemble l'outil idéal. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Le projet Change de regard est cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. Voilà une rapide petite présentation du projet et je vais laisser tout de suite Vincent en parler de façon plus complète. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez vu le beau petit film. On a oublié quelques écrans, on avait oublié le Covid dans l'histoire. Hein, puisque normalement, le projet était d'envoyer 10 Français en Belgique et 10 Belges en France. Ça devait commencer en mars 2020, pardon, pas en 1900, en 2020. Et malheureusement, on n'a encore pu faire aucun échange puisqu'on est tous bloqués chez nous. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas travaillé. Alors, on a, comme on le dit dans le petit film, ça doit partir des besoins des personnes. Hein, on revient de nouveau au MDH-PPH. Hein, c'est vraiment important. Donc, on a constitué un groupe en France, un groupe en Belgique pour voir quels étaient un peu les besoins des personnes. On a très vite remarqué qu'il existait déjà plein d'applications, mais des applications spécifiques pour des handicaps spécifiques aussi. Alors, on ne va pas réinventer la roue. Hein. Notre application, qui depuis 1 an a trouvé un nom, elle s'appellera VIA, pour Voyage International Autonome. Alors, cette application, elle regroupera toutes les applications qui existent, qu'on connaît et que des personnes utilisent. Donc, on est maintenant dans la phase où on a recueilli un certain nombre d'applications et on aimerait bien la faire tester, pour le moment pas dans des voyages, ce sera peut-être possible au mois de septembre, mais avant ça va être compliqué, mais on va la faire tester par des personnes en situation de handicap dans nos 2 pays, déjà pour pouvoir avancer, puisqu'il faut savoir que notre projet se termine en juin 2022 et que d'ici là, on a besoin de faire nos mobilités aussi. Elles vont être très rassemblées ensemble. Et donc, ce sera plus difficile pour avoir un peu de recul. Donc, c'est pour ça qu'on travaille déjà cette problématique avec les personnes en situation de handicap. Et donc, on a sollicité dans nos différents pays des associations où des personnes en situation de handicap peuvent nous aider à ce projet. Mais c'est sûr que le Covid a bien bloqué notre projet puisque les mobilités sont à l'arrêt. Voilà, je ne veux pas être plus long. Merci Vincent pour ces explications. J'ai oublié de dire que je travaille donc en collaboration avec Jade de TCAP, mais qui est malheureusement absente pour maladie, donc elle se joint à moi pour vous dire bonjour à tous. Et à toutes. Merci à toi. Tout de suite, on va laisser la parole à Patrick Fougerolas du RIPPH, qui est le réseau international sur le processus de production du handicap, qui va nous parler de façon un petit peu plus spécifique pendant environ le temps qu'il voudra d'ailleurs, mais pas jusqu'à ce soir quand même, sur ce modèle qui est un peu nouveau pour nous, mais plus ancien pour eux. Du coup, Patrick, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup Olivier. Alors, bonjour à toutes et tous. Et c'est un grand plaisir d'être avec vous.
Et je dois dire que c'est avec enthousiasme que le RIPPH et moi-même avons accepté de participer à ce projet européen. Et donc, ce que je vais vous présenter, là, le modèle de développement humain et de processus de production du handicap, on l'a partagé avec toute l'équipe. On a eu la chance à l'époque où on pouvait voyager, donc en 2019, où toute l'équipe de Change de regard sont venus au Québec pour une formation approfondie sur l'approche du modèle du processus de production du handicap et également faire un ensemble de visites qui nous ont permis de voir comment ça s'appliquait dans le concret, autant du côté artistique que du côté de la défense de droits ou de la mise en place là, de mesures qui facilitent la participation sociale des personnes en situation de handicap. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter tout cela. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Je le vois très bien. Oui. Bon. Donc, je vais vous parler donc de ce modèle et de son apport au projet Change de regard. Donc, je participe aux différents axes du projet. Et puis, avec toute l'équipe, on essaye toujours d'appliquer finalement concrètement dans chacun des secteurs le regard du PPH. Donc, la mission du RIPPH, très rapidement, c'est de favoriser une réponse plus adéquate aux besoins des personnes ayant des capacités différentes par la promotion, l'application et le développement du modèle, donc qui nous permet là, de bien situer, de tenter de mieux comprendre ce qui est en soi toujours difficile. Hein, le handicap est un peu polysémique hein, selon les points de vue. Et parfois, je dis que c'est comme un poisson qui échappe continuellement aux pêcheurs qui croient l'avoir bien en main et qui, en changeant de position, finalement l'échappe. Donc, le handicap est toute la définition même du handicap, c'est quelque chose pour lequel on n'a certainement pas encore fini de débattre. Et c'est bien clair parce que c'est quelque chose qui évolue continuellement dans le temps avec nos perceptions, puis avec nos représentations. Ce qui est très important pour le MDH-PPH comme pour le RIPPH, c'est de travailler autant du côté de la recherche, du développement des connaissances, que de la formation, de la diffusion des connaissances, donc vraiment de faire la promotion de cette nouvelle manière d'aborder la question du handicap, des formations, des colloques, une revue. Et un élément fondamental pour nous, c'est de contribuer par cette clarification des notions, des concepts, du regard sur la question du handicap, d'agir vraiment dans une perspective de promotion des droits humains. Les personnes en situation de handicap ont les mêmes droits humains que tout être humain, garantis par la Charte des droits et libertés, la Charte des droits de l'homme, ou des droits humains, comme je préfère dire, et également par la Convention relative aux droits des personnes handicapées,
qui a été adopté autant par la France que le Canada, que le Québec, et qui est censé être notre vraiment les principes et puis les finalités vers lesquelles on doit tendre dans tous nos pays. Hein. Donc, et ça se fait avec tout le monde, avec tous les citoyens, avec tous les acteurs, avec les autorités aussi. Et c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu fréquemment, mais on s'inscrit vraiment dans cette perspective-là. Et on est un réseau international. Jean-Pierre en a parlé, mais c'est quelque chose de très, très, très important pour nous. Donc, c'est pas juste un organisme québécois, c'est un organisme qui réseau sur le plan international, beaucoup avec la francophonie, la France, la Belgique, la Suisse, l'Afrique francophone, mais aussi dans d'autres pays. Donc, c'est un élément très important pour nous avec le développement actuellement de Vie inclusive, réseau français sur le PPH en France, qui est un partenaire étroit du RIPPH et pour lequel je suis vice-président aussi du conseil d'administration. Et donc, il y a plusieurs initiatives comme celle-là là, qui font que cette approche-là est en train d'essaimer un petit peu partout, et particulièrement en francophonie, et ça s'inscrit directement dans ce projet européen. Alors, nos valeurs et les valeurs qui sous-tendent le modèle, bien entendu, c'est la non-discrimination sur la base de déficience, d'incapacité et même donc de situation de handicap, parce que les situations de handicap, par définition, ce sont des situations d'exclusion sociale. Donc, cette approche est fondamentale pour nous. Ensuite, bien sûr, le concept d'accessibilité universelle pour arriver à des environnements inclusifs, à des sociétés inclusives, à une école inclusive, à un travail inclusif. Ben, il faut travailler sur l'environnement, sur le contexte, pour que toutes les populations, quelles que soient leurs différences fonctionnelles, comportementales, puissent avoir accès à l'ensemble de leur quotidien, dans leur village, dans leur municipalité, dans leur ville, et sur tous les aspects des services, etc. Donc, c'est fondamental. Travailler à l'inclusion, c'est travailler à transformer notre environnement. Et c'est aussi une responsabilité de tout le monde. Très souvent, on a relégué le handicap à la question de la santé. Et bien entendu, c'est une perspective générale. Je pense que ce projet nous le montre particulièrement. Et c'est la responsabilité de tous les acteurs sociaux dans la société, autant au niveau gouvernemental qu'au niveau du public, que de l'ensemble des acteurs de la société qui accompagnent les personnes en situation de handicap, mais aussi dans tout milieu ordinaire, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est que les personnes puissent vivre une pleine participation sociale dans les milieux ordinaires. L'égalité des chances, c'est fondamental. L'égalité des chances, c'est une finalité. Comment on y arrive? Eh bien, c'est par une perspective équitable et de donner à chaque personne ce dont elle a besoin pour pouvoir se retrouver dans une situation d'égalité des chances. Le respect de la dignité des personnes, bien souvent, nos attitudes ou la manière d'essayer de régler des problèmes vont à l'encontre du respect de la dignité des personnes
en leur proposant des solutions stigmatisantes, parfois humiliantes, et souvent même violentes. Donc, c'est un élément qui est fondamental. La liberté de choix, c'est la personne qui doit décider, qui est maître de sa vie. Et c'est le sens aussi, je pense, qu'il faut donner à la notion d'autonomie. L'autonomie, c'est pas faire les choses tout seul, c'est d'abord et avant tout l'autodétermination, c'est-à-dire piloter sa vie, décider ce que l'on veut faire dans la vie et comment on doit le faire et avec qui. Et cette question d'autodétermination, je pense que vous avez pu le voir, là, c'est un élément essentiel du projet européen et qui nécessite toujours de ne pas parler à la place de la personne, qu'elle participe fondamentalement à toute la réalité de sa vie. L'autodétermination, ce n'est pas relié à la sévérité des incapacités, c'est de pouvoir disposer de l'ensemble des conditions qui vous permettent de décider, de gérer, de piloter votre vie, même si vous avez des besoins d'assistance. Et donc, il ne faut pas confondre autodétermination, autonomie et le lien de dépendance qu'on peut avoir envers des aides humaines, des technologies, des aménagements, mais qui sont les éléments qui viennent compenser, en fait, vos besoins pour pouvoir participer socialement. Donc, juste quelques mots sur l'importance des mots. Les représentations sociales et mentales sont toujours historiques, hein, situées dans la culture. Quand on voit la terminologie qui a été utilisée dans le passé, puis on espère de plus en plus que ces éléments-là disparaissent de notre contexte. On sait que très fréquemment encore, ils peuvent revenir, et en particulier dans les médias, hein, qui aiment bien simplifier les choses et faire des phrases choc. Mais ces terminologies pour désigner les personnes sont extrêmement stigmatisants et violents. Ils ont tendance à confondre la personne avec une de ses réalités et à la réduire à ce qui lui manque finalement, donc à des termes négatifs et à des substantifs qui font complètement disparaître la réalité de chaque personne unique, singulière, derrière une espèce d'étiquette qui la met à l'écart, qui l'exclut et qui finalement la stigmatise, surtout quand elle finit par s'y identifier elle-même comme étant sa réalité. Donc, les mots sont porteurs de sens et la démarche du MDH-PPH, c'est vraiment d'avoir un langage commun, une manière commune de pouvoir comprendre, communiquer entre nous. Donc, plus qu'un simple instrument. Donc, bien entendu, c'est un outil de communication, mais plus qu'un instrument de communication, le langage illustre la façon dont on se représente mentalement une réalité. Donc, partager des concepts clairs, c'est pas futile, là. Ça aide à dissiper la confusion sur la nature des problèmes, puis des solutions. Puis, dans le champ du handicap, il y a énormément de savoir, de discipline, mais malheureusement, très souvent, chacune utilise son propre jargon disciplinaire et celui-ci ne correspond pas au langage ordinaire des personnes, ce qui amène énormément de difficultés, autant au sein d'équipes
que dans la communication avec les proches, avec la famille, avec la personne elle-même. Donc c'est ça qui est un peu à la base là, de notre effort là, de clarification des mots et des concepts. Hein. Donc, comme je le disais, là, c'est extrêmement important. Quand on regarde ici cette image, on peut se poser la question où se trouve le handicap. Alors, certains vont dire bah, c'est évident, cette personne-là est en fauteuil roulant, on peut supposer qu'elle a peut-être une lésion médulaire, une sclérose en plaques, elle a eu un accident, et on va d'abord mettre l'accent sur ce qui lui appartient en tant qu'individu, et puis dans une approche dite biomédicale, médicale, on va essayer de traiter le problème de cette personne-là, parfois de la guérir par un ensemble d'interventions médicales, mais c'est aussi une question de point de vue. Et quand on parle d'un modèle médical, c'est surtout quand ce modèle devient un discours de vérité et réduit la personne à un diagnostic, par exemple, jusqu'à finalement la confondre avec ce diagnostic et dire bah, c'est un paraplégique, c'est un schizophrène, c'est une personne, c'est un aveugle. Et dans cette perspective-là, on a tendance à justement à partir du problème de la personne et que celui-ci définisse entièrement sa réalité. C'est l'approche biomédicale. Par contre, on peut aussi avoir l'approche de la réadaptation, donc de travailler pour développer ou compenser les incapacités de la personne, peut-être justement pour qu'elle puisse remarcher, puis petit à petit pouvoir remonter cet escalier-là. C'est les approches qui considèrent le handicap comme quelque chose qui appartient à la personne. Par contre, il y a tout un autre regard qui s'est développé beaucoup avec le mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap, qui est de porter un regard social sur le handicap. Et à ce moment-là, on peut se dire le handicap, il n'appartient pas à la personne, mais c'est peut-être cet escalier que la personne ne peut pas gravir. Et là, elle n'a pas vraiment d'alternative. Et cette approche environnementale, sociale, c'est de comprendre que l'environnement, ben, ça fait partie du handicap. Et que si on a une approche d'accessibilité universelle, avec les urbanistes, avec les architectes qui conçoivent nos environnements, il est nécessaire pour que cette personne puisse participer socialement, qu'elle ait une alternative à l'escalier, qu'il puisse y avoir une rampe qui lui permette d'accéder là où elle veut aller, en l'occurrence voter, donc pour exercer un droit de citoyen, son droit de vote. Et on voit là que s'il n'y a pas cet aménagement-là, justement, qui va permettre l'inclusion et l'approche inclusive, la personne ne peut pas entièrement réaliser ses habitudes de vie et, en fait, exercer ses droits. Donc, quand on parle d'une approche sociale, environnementale, alors ça peut être du côté de l'environnement, mais c'est aussi la question des droits humains. C'est qu'à chaque fois qu'on est limité dans notre participation sociale, et ben, en fait, c'est qu'on nous enlève des possibilités d'exercer nos droits humains. Puis ici, par exemple, le responsable des élections qui a sélectionné
un bureau de vote qui ne répond pas à l'ensemble des besoins fonctionnels de la population, eh bien, c'est lui qui est à la source du handicap parce qu'il, en fait, crée une discrimination envers une partie de la population. Donc, la responsabilité, à ce moment-là, est véritablement du côté social. Donc, ici, j'attire votre attention sur le fait qu'un handicap, c'est toujours situationnel. Une situation de handicap, ça correspond à une restriction de la participation sociale. Puis la participation sociale, c'est le projet de vie de la personne, c'est à lui et c'est elle qui décide de son projet de vie. La notion de handicap, donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une question uniquement de santé ou d'éducation, mais c'est directement relié à l'exercice des droits humains. Alors, si on voit cette autre image où se trouve le handicap, eh bien, on le cherche. Bien sûr, on peut peut-être remarquer que cette personne, cet élève, a sans doute un syndrome de Down avec des capacités intellectuelles différentes, mais elle est dans une classe ordinaire, une classe inclusive, ce qui veut dire que au niveau de la direction de l'école, des autres parents, de l'accès à un accompagnement ou à des aides technologiques ou à une bonne formation des enseignants, on se retrouve dans une classe ordinaire où chacun peut avoir des besoins répondus selon l'ampleur de ses besoins et puissent donc réaliser leur habitude de vie en lien avec l'éducation de manière complètement ordinaire. C'est une élève ordinaire. Je voudrais vous inviter à regarder ce petit documentaire. Patrice, on n'entend pas beaucoup le son. Ah. Oh, pardon. Là, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Désolé. Pas de souci, j'en profite le temps que tu remettes en route pour que vous n'hésitiez pas à mettre vos questions sur la zone de dialogue. On essaiera d'y répondre dans ce troisième temps. Merci. On a toujours un problème de son. Ah oui, vous ne comprenez pas? Moi, j'entends pas toujours. Ah, ok. Écoutez, on va arrêter ça si ça pose problème, c'est pas plus grave. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, désolé. Je vais vous le dire directement, comme ça ne posera pas de problème. Donc, en fait, le modèle de développement humain et de processus de handicap, qu'est-ce que c'est? Alors, avant tout, il faut comprendre que, justement, pourquoi on dit que c'est une situation de handicap, c'est à la base la notion d'interaction et de relativité entre ce qui appartient à la personne, ce qui appartient à son contexte
et cette mise en relation va déterminer ce qu'elle est en mesure de faire dans sa vie. Le deuxième concept fondamental, c'est la participation sociale, donc dans tous les aspects de nos activités, que ce soit les activités de vie quotidienne, mais aussi les rôles sociaux, l'éducation, le travail, assumer ses responsabilités, sa vie familiale, donc tous les éléments qui sont couverts aussi par les axes du projet européen. Ce sont des valeurs au cœur de la participation sociale. Toujours, c'est la vie de la personne dont on parle, c'est elle qui s'exprime dans le respect de sa dignité, de la liberté de choix, de l'égalité des chances et du respect de l'autonomie tel que je vous les ai définis tout à l'heure. Alors, le modèle de développement humain, d'abord, il faut se dire que le handicap, il n'y a pas des personnes handicapées ou des personnes en situation de handicap et des personnes normales ou des personnes valides. Hein. Ça, c'est une construction sociale que nous avons développée en opposition, alors qu'en fait, nous sommes tous des êtres humains, des êtres singuliers, qui, de la naissance jusqu'à la fin de la vie, vont se développer en lien avec un milieu qui vont les stimuler ou au contraire vont les empêcher d'avoir un développement optimal, quel que soit leur potentiel. Et tout au long de la vie, nos capacités évoluent et en particulier dans le processus de vieillissement, c'est ordinaire, bien entendu, qu'on puisse avoir des baisses de capacité et c'est inhérent au développement humain. Nous sommes tous des êtres humains, nous développons tous de la même manière et c'est toujours une question relationnelle d'être dans un contexte et de pouvoir réaliser un ensemble d'activités qui vont à la fois développer nos capacités, nos possibilités et qui s'inscrivent toujours de manière très locale. Hein. On est toujours dans un contexte et en relation directe avec un environnement. Donc, il faut toujours définir cet environnement pour bien comprendre qu'est-ce qui nous a influencé dans notre vie pour être ce que nous sommes et faire les choses que nous faisons. Donc, à la base, c'est une personne, un enfant, un adulte, un homme, une femme. C'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui, et qui vit dans un contexte, une école particulière, une entreprise pour travailler, un environnement collectif, la municipalité, mais aussi qui habite quelque part, qui a une maison, qui a des proches, une famille. Et c'est la mise en relation de ces éléments-là qui vont donner les possibilités ou non de pouvoir aller à l'école, de pouvoir travailler, de pouvoir s'occuper de soi, de faire des repas, des loisirs, etc. Donc, c'est toujours, il faut voir ce que nous faisons dans la vie comme une relation avec notre réalité personnelle et un contexte spécifique. Les choses peuvent changer du côté personnel, mais l'environnement peut aussi changer. On sait qu'un simple déménagement pour une personne va complètement bouleverser les variables environnementales et du coup vont avoir un effet direct sur les habitudes de vie, sur les activités que l'on doit faire dans la vie. Donc, cette notion d'interaction est fondamentale. On est dans un modèle systémique qui change continuellement avec le temps et qui est donc interrelationnel.
Et c'est le parcours toujours de la vie de chacun d'entre nous. Donc, le processus de production du handicap, souvent on nous le demande, pourquoi vous dites ça? C'est que c'est un processus, c'est quelque chose qui est construit socialement. C'est pas naturel, le handicap. C'est pas une caractéristique spécifique de la personne. Et l'approche du PPH, justement, ou du modèle de développement humain, c'est de dire que le handicap, ce processus-là, c'est une variation de la manière d'être un humain, d'être un citoyen, d'être une personne, et que le handicap ne doit surtout pas être réduit à une caractéristique individuelle, mais qu'il faut le voir comme le résultat, le produit d'interaction entre des caractéristiques personnelles, individuelles, et un contexte, un environnement qui est sollicité pour réaliser, par exemple, ma prise de repas, faire la cuisine, ou encore partir en voyage avec la nouvelle application de mobilité du projet Change de regard. Le handicap représente donc une restriction de la participation sociale, voire une entrave à l'exercice des droits humains. Alors, le modèle, vous l'avez là de manière complète. Donc, on reprend cette question des facteurs personnels en les faisant éclater en 3 grandes dimensions. D'abord, on n'est pas juste des déficiences ou des incapacités. Vous voyez que le langage qui est là est un langage qui va être positif. On n'est pas simplement en train de regarder ce que les gens n'ont pas, mais bien d'avoir une approche globale de la personne qui valorise aussi tout ce qui va bien et toutes leurs capacités. Alors, dans les facteurs personnels, il y a qui nous sommes, un homme, une femme, une personne de tel âge, une personne qui habite à Nantes, qui a une histoire, qui a des croyances, qui a une culture particulière, qui parle français, qui est d'origine française ou, par exemple, qui est immigrant, qui a une orientation sexuelle particulière. Donc, c'est tout ce qui fait que nous sommes des individus. On est à la fois donc une identité, nous avons un corps, donc avec nos systèmes organiques, et à ce niveau-là, on peut avoir des organes déficients, hein, comme ou intègres, donc qui fonctionnent adéquatement. Et à la question des aptitudes, là on va plutôt parler de la capacité visuelle, motrice, intellectuelle, incluant les comportements, donc toutes les capacités fonctionnelles d'une personne. C'est ce qui constitue les facteurs personnels dans le modèle. Et les facteurs environnementaux, le contexte, qui soit autant physique que sociaux, est intéressant quand vous travaillez avec cette approche-là, de bien distinguer qu'est-ce qui appartient véritablement au micro-environnement. Donc, c'est tout l'environnement qui peut être adapté en fonction de la réalité d'une personne, que ce soit son domicile, son véhicule, intervenir avec ses proches, tout ce qui est relationnel dans son environnement immédiat. Ça peut être justement de travailler autour du poste de travail, du poste d'études à l'école ou dans le parcours scolaire. Hein. Donc, c'est ce qu'on peut faire directement avec la personne. Parfois, on va se borner à faire ça. Et alors que pour pouvoir vraiment intervenir aussi sur le contexte, il faut prendre en compte l'ensemble de la collectivité dans laquelle la personne vit. Il faut
tenir compte du réseau de transport en commun, de l'urbanisme, de l'école, justement, et des milieux de travail, des ressources et des programmes dont on peut avoir besoin de manière collective. Et ça, ce sont des éléments. Le transport en commun, il n'est pas fait spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, mais si ils sont accessibles universellement, la personne en situation de handicap peut les utiliser. Le macro-environnement, eh bien là, c'est l'ensemble de la société, ce sont nos législations, c'est notre culture, c'est notre langue, c'est donc tous les éléments, le droit, la religion, l'économie, le climat, donc la géographie de notre milieu, de manière qui vont concerner toute la société. Et ce sont ces éléments-là, facteurs personnels et facteurs environnementaux, qui vont être mis en relation et à chaque fois rejoués, à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un ou qu'une personne veut comprendre quels sont les contextes qui vont lui permettre de réaliser son projet de vie et qui amènent à un résultat, donc qui est la qualité de la participation sociale de la personne. Alors, le modèle au complet, le voici. Donc, ça reprend exactement ce que je viens de vous présenter. Mais si on se concentre sur les habitudes de vie, donc les activités courantes et les rôles sociaux, là, qui sont vraiment le résultat de la relation entre les facteurs personnels et environnementaux, on va voir que cette notion de situation de handicap qu'on utilise beaucoup, puis maintenant on parle de personnes en situation de handicap, à la base, ce que ça veut dire, c'est que la participation sociale, c'est toujours situationnel et qu'on est en situation de handicap quand on rencontre un ensemble de difficultés pour pouvoir voir à notre vie quotidienne et réaliser nos rôles sociaux. Mais en fait, c'est que c'est sur un continuum qui va d'une situation de participation sociale complète à une situation de handicap qui, parfois justement, si les obstacles sont trop importants, devient complète. En plus de ça, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on n'est pas en situation de handicap dans tous les aspects de notre vie. Donc, on peut très bien avoir une situation de participation sociale avec nos proches, dans nos relations interpersonnelles, dans notre communication, pour faire de la musique. Mais par contre, pour d'autres volets, comme par exemple travailler, ben, on peut avoir besoin de compensation et d'aménagement, mais qui nous mettent quand même en situation de handicap par rapport au travail. Donc, c'est bien important de voir ça parce que souvent, quand on pense à la notion de personne en situation de handicap, on continue à avoir une perspective un petit peu biomédicale, ce qui nous amène parfois à dire situation de handicap moteur, visuel et tout ça, mais en fait, qui nous ramène à ce moment-là dans une perspective où on réattribue la situation de handicap à la personne et à sa différence. Hein, alors que l'introduction de ce concept de situation, d'ailleurs qui vient de la France, du docteur Pierre Miner, professeur Claude Amonet, qui, dès les années 80, ont commencé à dire que le handicap était toujours situationnel. Il parlait de handicap de situation. Cet élément fondamental qui justement justifie de ne pas parler de personnes handicapées, qui est de toute façon mieux que de parler d'handicapé ou d'invalide, mais comme un statut
mais plutôt de comprendre que c'est quelque chose qui est évolutif, mouvant, et qui ne dépend pas obligatoirement des caractéristiques de la personne, mais toujours de son contexte et des stimulants, des leviers qu'il va rencontrer pour pouvoir réaliser son projet de vie. Alors, je vous donnerai, je peux le faire très rapidement, mais je pense que je l'ai déjà bien fait pour que vous compreniez. Peut-être un facteur identitaire, donc c'est toute caractéristique identitaire, sociodémographique, économique, culturelle. Ça inclut les valeurs, les préférences, les croyances de la personne et qu'elle se donne comme réalité, mais c'est aussi ce qui est susceptible de lui être attribué dans son contexte de vie. Ce que ça veut dire, par exemple, si on dit justement cette personne est schizophrène, la personne, elle peut finalement s'identifier à ce diagnostic-là et subir des attitudes stigmatisantes et discriminantes où on croit que parce qu'elle est schizophrène, on va savoir quelque chose sur cette personne-là, alors qu'on ne sait rien. Mais par contre, l'attitude des autres peut l'amener à intérioriser cette identité-là et finalement, elle peut s'y retrouver enfermée. Vous savez que nombre de personnes font ce que j'appelle des carrières d'handicapés, c'est-à-dire que tout le long de leur vie, ils vont être dans des milieux spéciaux, spécifiques, et ils vont en finir par se construire une identité de personnes handicapées et de ne même pas pouvoir percevoir qu'elles ont des possibilités et que ce n'est pas leur étiquette qui détermine leur vie, mais bien entendu tout un ensemble de variables. Alors pour le reste, je passerai vite parce que les éléments au niveau corporel et fonctionnel, on les a bien compris. L'environnement, je vous l'ai identifié comme les 3 dimensions. Donc là, vous revoyez, ça peut être la famille immédiate, les proches, le domicile, le poste d'études de travail, tous les contextes qui sont propres à chaque personne et qui peuvent être spécifiquement adaptés. Le méso-environnement, donc tous les contextes physiques et sociaux avec lesquels la personne doit interagir pour réaliser son projet de vie, mais qui sont conçus pour ou présents dans la collectivité locale d'appartenance, ce qui veut dire qu'il faut travailler avec tous les acteurs du contexte pour faire en sorte qu'on développe des leviers, des facilitateurs pour la population qui a des différences fonctionnelles ou comportementales. Et le macro-environnement, c'est de travailler avec nos décideurs au niveau des politiques, la loi de 2005, les réflexions qui se font actuellement en France sur l'autonomie, tous ces éléments-là doivent se faire à un niveau plus collectif et plus sociétal. Alors, ce qu'on peut faire, c'est beaucoup, dans le sens où même si à un moment donné, on peut atteindre un plateau avec les personnes dans le développement de leurs capacités, il est toujours possible de travailler sur le règlement municipal, sur la législation, sur le code du bâtiment, sur ces éléments. Et on peut aussi proposer des aides techniques. La technologie vient complètement transformer la notion même qu'on a d'incapacité. En fait, ça la remet énormément en question.
pas juste pour les personnes qui ont des capacités différentes, mais pour nous tous. On est transformés par notre environnement technologique. C'est la même chose au niveau de l'aménagement, au niveau du domicile, donc la manière dont on peut faire en sorte de faciliter la réalisation des tâches quotidiennes, c'est de fournir un accompagnement, une assistance de vie, et c'est aussi de travailler sur le changement d'attitude, le changement de regard, hein, on est vraiment dedans, et rehausser aussi les compétences des acteurs qui sont en jeu, par exemple, dans un projet de vie ou de manière plus générale au niveau collectif. Donc, les habitudes de vie, on les a vues. C'est à ce moment-là qu'on peut voir qu'on peut travailler sur toutes ces dimensions-là au niveau des activités courantes et également au niveau des rôles sociaux. Alors, c'est les objectifs qu'on retrouvait dans les différents axes du projet européen. Une situation de participation sociale, ça correspond à la pleine réalisation des habitudes de vie qui sont réalisées facilement avec ou sans aide et de façon satisfaisante pour la personne. Paul prépare seul les repas qu'il choisit selon ses goûts et ses moyens financiers. Et une situation de handicap correspond à la réduction de ses habitudes de vie, donc qui sont le résultat de la relation entre la personne et son environnement, et les habitudes réalisées difficilement ou non réalisées et de façon insatisfaisante pour la personne sont justement des situations de handicap. Marie n'arrive pas à se laver seule et elle dépend de la disponibilité de son compagnon qui travaille. Alors, mieux comprendre avec le MDH-PPH, c'est vraiment l'objectif de mieux comprendre le sens de sa différence, mieux prendre en compte les besoins de la personne ou de la collectivité, favoriser le travail d'équipe et le partenariat avec l'environnement, hein, toujours avec la personne qui est partie de l'équipe, et contribuer à l'exercice des droits d'une personne ou d'une collectivité à décider de son projet de vie ou d'amélioration des conditions de vie. Juste avant de terminer, je voulais mettre l'accent sur l'importance de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui est en fait notre outil ultime vraiment de revendication et de comparaison au niveau international par rapport à ce qui se passe, par exemple, en France, qu'est-ce qui se passe à Nantes, qu'est-ce qui se passe dans la réalité des personnes au Portugal, en Belgique, en France et au Québec. Et on a tous ratifié dans nos pays cette convention et elle met l'accent sur exactement ce que je viens de vous présenter. Elle est entièrement cohérente avec le MDH-PPH et elle dit que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Donc, quand on monte un plaidoyer par rapport à une revendication ou à un projet, n'oubliez pas de vous référer à la Convention et en fait, vous pouvez utiliser le MDH-PPH comme une manière d'expliquer à vos interlocuteurs, non seulement qu'ils sont obligés c'est une convention contraignante hein, qui dépasse la loi de 2005, par exemple, et qui permet, par exemple, de comparer la mise en œuvre de la loi de 2005 avec des exigences contraignantes internationales auxquelles est obligée de se conformer la France.
et ça constitue la base, je pense, des plaidoyers et des travaux aussi du projet européen qui, dans chacun des secteurs qui vous ont été présentés, vise en fait à mettre en œuvre la Convention pour tous les volets, la place centrale de la personne, son autodétermination et son projet de vie. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, un grand merci, Patrick. On ne peut pas t'applaudir là, vraiment comme ça en direct, mais je pense que à chaque fois que je t'écoute, mais je pense que c'est partagé, on a l'impression à la fin d'être plus intelligent. Et ça, c'est quand même quelque chose. Juste peut-être un complément avant d'aborder les questions qui ont déjà été posées. Là, tu nous as présenté un peu toute la méthodologie, mais ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de présenter les outils qui existent justement pour travailler sur cette question-là, puisqu'en fait, vous avez des outils qui sont assez performants, et peut-être en faire une petite synthèse en fait pour qu'on puisse voir un peu sur quoi les différentes personnes et partenaires là qui sont dans cette table ronde peuvent s'appuyer en fait de façon très concrète. Ouais, ben, je vais revenir à mon diaporama parce que c'était prévu, mais je ne pensais pas avoir le temps. Alors, C'est important en fait, je trouve que il y a la question de cette méthodologie, de son intention, de ses valeurs, et puis il y a la mise en place en fait de façon concrète. Et je trouve qu'effectivement, il y a quand même, vous avez quand même un certain nombre de ressources qui sont très intéressantes pour mettre en œuvre justement la question du PPH dans les différentes structures, que ce soit des associations, mais aussi des collectivités, puisque à titre indicatif, la commune de Québec, par exemple, ça fait 10 ans qu'elle met en place le PPH à l'échelle de sa municipalité. Alors, je te laisse la ouais. parole. D'accord. Alors, merci beaucoup, Olivier, de m'inviter à présenter ces outils. Donc, directement en lien avec le modèle. Le modèle, il se traduit aussi par ce qu'on appelle une classification. Donc, c'est un outil où on va retrouver là toutes les définitions puis les catégories que je vous ai présentées. Et un des outils qui découle du MDH-PPH, c'est la mesure des habitudes de vie qu'on appelle la MAVI. Alors, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la MAVI, parce qu'en fait, c'est pour la personne l'outil qui permet de parler de sa vie, hein, donc, et qui permet de mesurer la réalisation des habitudes de vie chez une personne et ainsi connaître son niveau de participation sociale. Alors, c'est un outil qui permet, par exemple, de faire un premier portrait avec la personne de tous les éléments qu'elle désire faire dans sa vie, d'identifier les moyens pour la soutenir, que ce soit de l'assistance humaine, des aides techniques, des aménagements, mais surtout aussi de pouvoir connaître sa satisfaction. Et c'est quand la personne se révèle insatisfaite d'une situation que ça vous allume des lumières pour identifier des objectifs de changement et d'intervention. Par contre, parfois, une personne peut faire les choses avec difficulté, mais elle préfère le faire seule. Et à ce moment-là, il ne faut pas absolument vouloir la prendre en charge et puis lui donner des aides parce qu'elle préfère réaliser ces éléments-là. Donc, c'est toujours le point de vue subjectif de la personne qui doit compter. On a 3 outils, un pour les 0-4 ans, les 5-13 ans et les adultes, incluant adolescents, adultes, aînés. Et c'est un outil qui est universel, donc il peut s'appliquer dans toute culture et tout pays. On a actuellement 15, elle est traduite en 15 langues, la mesure des habitudes de vie, et on peut l'adapter aussi à notre contexte culturel. C'est pas un outil disciplinaire, c'est un outil pour toute l'équipe et pour la personne elle-même, pour les parents, pour la famille. Donc, il n'y a pas de jargon disciplinaire dedans. Il est facile d'utilisation. Il a été conçu pour que les personnes
qui en ont les capacités puissent l'utiliser de façon autogérée. Donc, c'est facile d'utilisation et ça implique obligatoirement la participation de l'usager. Et on peut y avoir accès maintenant par un outil informatique qu'il est possible de demander au RIPPH pour avoir un accès direct à un outil informatique pour l'administrer. Il y a également la mesure de la qualité de l'environnement, donc qui découle aussi du MDH-PPH, qui est transposable dans des contextes culturels différents, qui n'est lui aussi non disciplinaire, mais pour tous, qui est facile d'utilisation et qui permet justement de regarder c'est quoi mon contexte de vie tel que je voulais les présenter avec micro, méso, macro-environnement, et donc de bien définir qu'est-ce qui constitue un obstacle à ma participation sociale ou au contraire un soutien à ma participation sociale. Donc ce sont deux outils très, très utiles pour planifier des programmes, pour un plan d'accompagnement personnalisé, par exemple. Alors voilà. Merci, merci Patrice. Sur l'autre document en fait qui évalue les capacités ou les incapacités, tu as quelque chose par rapport à ça? Oui, en fait, j'ai le enfin c'est une sorte de référentiel, mais j'ai pas le nom en tête. Oui, en fait, avec la classification dont je vous parlais, est-ce que vous m'entendez? Oui, la classification internationale, donc on peut effectivement évaluer les aptitudes, donc les capacités de la personne et de pouvoir faire bouger le curseur là, entre une capacité complète et une incapacité complète pour toutes les dimensions de la capacité motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, respiratoire, tous ces éléments-là. Et il y a, là, je ne l'ai pas avec moi, mais on peut évaluer spécifiquement ces éléments à partir du PPH. Alors, j'ai deux questions pour toi, Patrick. Une de savoir en fait comment est-ce que vous êtes implanté ou vous travaillez notamment sur les pays d'Afrique francophone. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième que j'ai vu passer là juste pour porter le plaidoyer utilisation du modèle et les outils à notre niveau, quelle marge de manœuvre par rapport à la propriété intellectuelle? Donc voilà, l'Afrique francophone et la propriété intellectuelle. Oui, en Afrique, on travaille en particulier avec le Maghreb. Donc, on a plusieurs projets avec le Maroc, par exemple. On a des partenaires en Tunisie et puis en Algérie. Il y a d'autres interventions qui ont été faites aussi dans d'autres pays africains, en particulier notre globe-trotter Pierre Castelin, qui est notre vice-président international, va fréquemment en Afrique et donc on a des liens directs. Autant de partenariats, par exemple actuellement avec Vision Inclusive, et puis on travaille au développement d'une évaluation nationale du handicap et dans la perspective d'un accès aux droits, donc d'identifier le statut de personnes qui leur donnent accès aux droits de compensation. Et donc, c'est tout le système
marocain qui va être basé sur le MDH-PPH actuellement. On est en train de travailler ça. C'est pas facile, mais c'est toujours des enjeux très, très importants. Merci. Et sur la question de la propriété intellectuelle, par rapport alors, à ouais, alors la propriété intellectuelle est détenue par le RIPPH. Donc, il y a des coûts par rapport aux instruments et des modalités d'utilisation qui sont quand même modestes, mais pour l'instant, on doit fonctionner comme ça parce que le RIPPH n'a pas de financement récurrent de base. Donc, notre fonctionnement est basé sur notre offre de formation et notre expertise, notre soutien conseil et aussi la vente de la classification des instruments, donc, ou alors, comme je vous le disais, l'accès à des outils informatisés. Donc, on souhaite être plus riche à un moment donné, puis de pouvoir vraiment le laisser ouvert en open source. Merci pour ces renseignements. On a dans le chat, juste pour ceux qui sont intéressés, en fait, il y a une antenne en France du PPH et il y a du coup le lien du Ouais. site internet Vision Inclusive qui se trouve dans le chat, donc vous pouvez copier ce lien pour aller en savoir plus. Alors, il y a une autre question, en fait, qui va nous concerner tous les deux, mais qui peut peut-être te concerner aussi, Patrick. Quelqu'un qui nous dit « J'entends parfois dire que la France est très en retard par rapport aux États-Unis. Est-ce vrai ? Y a-t-il des modèles, des rapprochements qui peuvent être faits avec ce qui peut se faire là-bas au sein du projet européen ou du RIPPH ?» Oui. Bon, ça dépend de ce qu'on regarde aux États-Unis par rapport à la France. Les États-Unis ont adopté ce qui s'appelle l'American Disability Act dans les années 80, qui est une loi qui est assez coercitive. On ne retrouve pas vraiment beaucoup ces éléments-là, ni au Québec, ni au Canada, par exemple, tout ce qui est de l'application au niveau de l'accessibilité universelle, des normes, de l'environnement bâti. Tous ces éléments-là sont très stricts et doivent répondre à des normes spécifiques avec des inspections et des amendes qui s'appliquent aussi, et bien entendu aux États-Unis, à l'entreprise privée, hein, alors que beaucoup au Québec, par exemple, souvent les entreprises privées le secteur privé a tendance à échapper aux règles qui sont imposées au domaine public. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des éléments où les États-Unis sont plus en avance. Par contre, sur tout l'aspect protection sociale, sécurité sociale, toute la gratuité par rapport à des services publics, par exemple au niveau des technologies, de l'accès à la réadaptation, de tous ces éléments-là, de soutien personnalisé, par exemple par le soutien à domicile. On ne peut pas dire que les États-Unis sont en avance sur la France. Et donc, il faut vraiment faire attention là, de bien garder quel secteur. Oui, merci pour cette précision. Ça demande effectivement un peu de subtilité pour répondre à ce genre de questions-là. On voit qu'effectivement, l'aspect coercitif est peut-être plus culturellement admis aux États-Unis et peut-être notre esprit de défiance en France nous fait prendre probablement un peu de retard, notamment par rapport à la loi de 2005.
Alors, peut-être c'est notre culture latine, vous n'avez pas ça comme excuse au Non, Canada ou au Québec? non, mais je pense que ce qu'il faut dire là, c'est que c'est les guerres hein, aux États-Unis qui sont d'ailleurs un peu comme en France où les guerres sont à la naissance de la réadaptation puis des programmes de protection sociale. Mais aux États-Unis, c'est en particulier la guerre du Vietnam hein, qui est arrivée exactement dans la période du développement international du mouvement de défense de droit et toute la force des revendications à ce moment-là des vétérans, ainsi que la responsabilité de l'État d'y répondre, ont été un facteur politique extrêmement important pour l'adoption de ce type de loi. C'est-à-dire que les vétérans se sont alliés avec les civils, je dirais, et on a ces mouvements-là qu'on a pu voir beaucoup dans le monde anglophone, en Angleterre, dans les pays scandinaves, euh, en Australie, mais aussi au Canada et au Québec. Ce mouvement-là date justement des années 70 et 80. On le nomme aussi souvent mouvement de vie autonome. Hein, donc, et d'ailleurs, j'ajoute ça, actuellement, pendant la pandémie, qui a énormément invisibilisé les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de mouvements qui reprennent l'esprit puis la philosophie du mouvement de vie autonome, en particulier au Québec, et qui alimentent vraiment des revendications. On a vu là toute la détérioration de nos services et programmes en santé à cause de l'austérité, des coupures, des budgets, des objectifs de déficit zéro, amènent des reculs un peu partout et qui redonnent de la force au mouvement de vie autonome, autant au Québec. En tout cas, au Québec, c'est très visible et je pourrais vous en reparler à un autre moment. Merci beaucoup, Patrick. On a pris beaucoup de plaisir à t'écouter. Et puis, si vous êtes intéressé pour recevoir la lettre d'info du programme Change de regard, on vous envoie en fait un petit mot par rapport à ça. Et puis, si vous souhaitez vous tenir au courant de ce projet, eh bien, en fait, il suffira que vous vous inscriviez à la lettre d'info et comme ça, vous pourrez avoir de nos nouvelles. Et merci beaucoup. Merci à tous les autres intervenants et merci à vous, participants, qui vous êtes rendus disponibles. Merci Jean-Pierre pour ce beau mot d'introduction. Et puis, j'espère que quand même, Patrick, on va pouvoir t'accueillir un de ces jours dans nos mobilités. La prochaine est au mois d'octobre. C'est un sacré défi. Déjà, rien que pour nous en Europe. Bon, on va croiser les doigts pour que tu puisses être présent à un moment donné dans ces différents voyages. Un grand merci à PLSF qui a traduit pendant tout ce temps cette table ronde. Et puis, écoutez, à bientôt. On vous donnera de nos nouvelles. Au revoir. À très vite. Merci, au revoir. Salut les partenaires. Au revoir. Salut Sonia, à bientôt. À très vite, ciao. Au revoir. Bye bye.